Le cercle RH, c'est un débat au cœur de l'actualité, l'IA générative qui impacte des métiers, les métiers du droit et les avocats. On nous explique que c'est la révolution qu'il va plus y avoir finalement d'avocats, que tout ça va être remplacé par la machine. Quelques exemples américains qui nous sont arrivés avec de faux textes, de fausses jurisprudences utilisées par un avocat, le robot avocat qui peut remplacer l'avocat. Est-ce qu'on ne joue pas à se faire peur? Parce que le métier d'avocat est beaucoup plus complexe que le simple travail du texte et du droit, c'est plus subtil et on va en parler avec mes invités. Catherine Saint-Geniès, ravie de vous retrouver sur le plateau de Smart Job, avocate en droit immobilier, cabinet Jantet, et vous avez un avis assez précis sur la question et on a envie de vous entendre évidemment. Avec nous Claire Abat, avocate en droit social, assez légal, avocat avec un S ou sans S, avocat? Sans S. Avocat sans S, c'est votre cabinet, et avec nous Thomas Baudesson, avocat en droit pénal des affaires. Quand on dit droit pénal, il y a de la plaidoirie, on y reviendra peut-être parce qu'il y a un vrai débat sur la plaidoirie, le charisme d'un avocat. Votre cabinet Clifford Chance, je l'ai bien dit? Tout à fait, bonjour. Bonjour. La question que je posais, elle est simple. L'IA est en train de transformer les métiers. Les RH s'intéressent à l'IA dans le recrutement, on s'intéresse à l'IA partout, les journalistes, la communication. Est-ce que vous êtes inquiet au moment où l'on se parle? Et est-ce que vous dites, on est en train de voir avec nos associés si on ne va pas réduire la masse salariale, si on ne va pas plutôt choisir l'outil IA aux dépens de nos collaborateurs? Est-ce que ces questions-là vous traversent? Alors, oui, ce sont des questions qui sont posées, qui nous sont posées par les jeunes, beaucoup, puisque on dit toujours que l'intelligence artificielle générative, elle va faire des tâches simples, des tâches répétitives, et donc supprimer sans doute une partie des tâches que font les... C'est le cas aujourd'hui au moment où on se parle. Dans votre cabinet, est-ce qu'il y a des gens qui sont connectés à un chat GPT ou à un Gen IA, puisqu'il y a un Gen IA Dalloz? Est-ce qu'ils sont connectés dessus? Oui, sur des tests, sur des groupes de travail, mais les choix ne sont pas encore faits. Ça, c'est les use cases? Oui. D'accord, vous testez des choses? Oui. Oui. Même chose chez vous, Thomas Baudesson? Oui, c'est tout à fait la même chose. Enfin, chez nous, l'IA, tout dépend de quelle IA on parle. Hein. Si on parle d'IA générative, c'est vrai que c'est quelque chose de plus récent. Hein. Oui, parce que sinon, c'est une base de données, l'IA. Exactement. L'IA, voilà. nous, on l'utilise depuis des années. On se fait peur avec les mots-là. On a des logiciels qui analysent les contrats pour voir quelles sont les clauses communes. Et ça fait gagner du temps à tout le monde. Et les collaborateurs n'ont pas disparu, ils sont toujours là. Alors, l'IA générative, c'est vrai que ça pose un certain nombre de questions. Sécurité, formation, utilisation, comment, etc. Ce sont des questions qu'on s'est posées il y a 2 ans et maintenant on utilise des IA génératives. On commence à le faire, mais en réalité assez peu. J'ai vu, c'est le barreau, enfin en tout cas c'est le collectif d'avocats qui met à disposition par le biais de Dalloz le Gen IA pour 14 000 avocats, qui est déjà un peu l'IA destinée aux avocats. C'est la base de données en fait du Dalloz. Comment vous le regardez, vous qui êtes avocate, alors qu'il y a eu un parcours dans des cabinets, puis là vous pilotez votre pop cabinet, est-ce que vous avez l'ordinateur ouvert en permanence avec ChatGPT ouvert qui vous permet de vous nourrir aussi de ces informations parce que c'est rapide, c'est efficace ou pas? Alors en fait, quand on est avocat indépendant et qu'on exerce seul, on est le couteau suisse de l'avocat. C'est-à-dire qu'on a la communication, le développement du cabinet, le traitement des dossiers. Donc on est sur tous les fronts. Et donc, pour gagner du temps, on a besoin effectivement d'outils. Et ChatGPT peut être un outil comme Copilot ou d'autres outils d'intelligence artificielle pour effectivement être plus rapide dans son développement et Il va sans dire, rassurez-nous, je pense que je vais me faire tirer les oreilles, que tout ça doit être vérifié. C'est-à-dire que vous posez la question à ChatGPT, quand vous avez payé l'abonnement, même pas le... Et puis après, vous vérifiez quand même que ce qu'il vous raconte est juste, parce que... ChatGPT, c'est un junior, c'est un stagiaire. C'est un stagiaire, on est d'accord. Je ne l'utilise pas pour le droit. Ah, d'accord. Je tiens à le préciser. Ok, bon. Je ne l'utilise pas pour le droit, je l'utilise pour ma communication. D'accord. Pour fabriquer vos éléments de langage. Par exemple, pour ma communication LinkedIn. Donc vous tuez nos métiers, quoi, en fait. D'accord. Pour brainstormer aussi, parce que parfois on part d'une page blanche et on a besoin aussi d'avoir des éléments de départ. Un cadre. Pour réfléchir. Juste, c'était vrai dans le journalisme, quand Twitter est arrivé, chaque citoyen pouvait faire son tweet et devenir en fait un journaliste, un enquêteur, enfin chacun avait son petit quart d'heure de gloire. Est-ce que sur ChatGPT et le droit, le simple citoyen qui va challenger l'avocat en disant mais pas du tout, moi j'ai vu une jurisprudence que vous n'aviez pas forcément vue. Est-ce que ça c'est un enjeu pour vous aussi, le fait d'être challengé par vos clients?
Ça a toujours existé. Ça. Mais encore plus là avec cet Encore outil. plus là, mais on sait très bien que comme c'est une intelligence qui se nourrit elle-même, on sait qu'il y a des hallucinations, on sait on a un résultat qui est vraisemblable et qui n'est pas forcément vrai. Donc on est bien obligé de vérifier quoi qu'il arrive. Comment ça se passe? Fondamentalement, le métier de l'avocat, c'est un métier dans lequel le client attend une recommandation, un avis. Donc il y a un élément de jugement et Et une d'expérience qualité de service aussi dans le conseil. que la machine ne remplacera pas. La machine, elle est excellente. Moi, j'ai fait ce matin l'expérience de mettre un jugement de tribunal de commerce de 27 pages. En 1 minute et demie, j'avais une synthèse de moins d'1 page et qui était bonne. Donc ça, si vous voulez, autrefois, on aurait demandé à un stagiaire, un collaborateur de faire un compte-rendu pour le client du jugement de 27 pages. Il aurait passé, au bas mot, 2-3 heures. Aujourd'hui, vous l'avez en 1 minute et demie. Dans Décideur RH, qui est une excellente revue, il y a un papier passionnant que j'ai lu qui parle du robot avocat. On monte d'un cran. Là, on n'est plus sur la base de données qui vous permet d'aller chercher de la matière, d'avoir compilé de la data. Là, c'est le fait qu'on puisse aller chercher même de l'imitation, de la fluidité dans la plaidoirie. Enfin, je m'adresse à ceux qui sont avocats. Vous y croyez ou pas? Ou est-ce que là aussi, ça n'arrivera pas chez nous, ça ne traversera pas l'Atlantique, ça? Je n'y crois pas trop, honnêtement. Et actuellement, les bases de données qui sont réalisées, en fait, sont basées sur la case law, donc l'aspect anglo-saxon, qui est totalement différent de ce que nous connaissons, nous, en France, puisqu'on a C'est pas le même droit. et la jurisprudence. On n'est pas basé sur le précédent. Et d'ailleurs, donc, le système ne résonne pas de la même façon. Mais le bug américain, enfin, vous avez vu à New York, qu'est-ce que vous en avez pensé? Parce que forcément, les avocats observent ce genre de choses. C'est-à-dire qu'en fait, le type a bidonné totalement le truc, a pris des données, c'était pas bon. Enfin, je sais pas comment. Il n'a pas vérifié. Et il n'a pas vérifié. On est d'accord. Et pourtant, c'était très crédible. C'est ce que. Oui, ça passe crème, comme disent les jeunes. Oui. Et on est obligé de tout vérifier comme on vérifierait le travail d'un débutant, c'est évident. Et en plus, ça n'est souvent pas très inventif. Et j'ajouterais qu'il y a un besoin dans nos cabinets de formation assez poussée, parce que le résultat dépend aussi de celui qui pose la question, qui fait la requête, de celui qui fait le prompt. Mais vous êtes candidat au bâtonnat, on est d'accord? Il y a toujours un vous êtes toujours, on est deux dans le bâtonnat. Ça me rappelle de grands souvenirs de débats sur la chaîne parlementaire. Vos collègues étaient venus débattre. Si vous pilotez le bâtonnat, quelles règles vous mettez en place? Quelles discussions vous lancez avec vos collègues pour dire on clarifie, on simplifie, on donne accès? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, à ce stade, le bâtonnier qui est en exercice, Un éminent confrère a mis en place, a proposé la solution que vous avez évoquée tout à l'heure pour un maximum de 14 000 14 avocats. 000, oui. Il y a un plancher, en fait. On ne sait pas exactement combien seront éligibles, combien souhaiteront utiliser. Je pense que c'est une très très bonne initiative qui crée un effet de seuil qui est peut-être un peu embarrassant pour ceux qui sont plus d'un certain nombre. Mais bon, on verra à l'usage comment ça se passe. Je pense que c'est bien d'aider en tout cas ceux qui sont a priori les plus fragiles financièrement de se former à l'intelligence artificielle. Maintenant, il va falloir continuer. Vous savez, l'intelligence artificielle, il faut apprendre à s'en servir, mais il faut surtout demeurer vigilant. Et en tant qu'avocat, on a tous une obligation de conscience, de compétences et de vigilance. Donc c'est surtout ça qu'il faudra regarder pour ne pas augmenter le nombre de sinistres, parce que ce qui est arrivé malheureusement à ce confrère américain, il ne faudrait pas que ça se généralise au sein du barreau. Parce que sinon... Comme pour la mode, vous savez, quand maintenant on va avoir l'obligation, et c'est le cas, de dire photo retouchée. Est-ce que vous allez apporter à votre client un document en disant non pas photo retouchée, mais document bâti grâce à ChatGPT? Parce qu'on a envie de savoir, un peu en cuisine, on a envie de savoir comment est fabriqué notre pain dans les coulisses. C'est peut-être la même chose pour une analyse d'un juriste, non? Alors, moi j'utilise... Enfin, il y a... On a compris. Il y a générative... Ouais. Générale, et puis il y a l'IA spécifique, avec notamment Dalloz ou d'autres bases de données, enfin, on va en citer d'autres. Je pense qu'il faut différencier les deux, et effectivement, l'IA générale, on peut l'utiliser pour certains points, des synthèses, par exemple, de jurisprudence, des traductions. C'est assez rapide. Mais évidemment, en mettant un pseudonyme ou en anonymisant, parce qu'il y a effectivement des principes essentiels à notre profession. Déontologique. Exactement. Oui, c'est... La confidentialité, et puis il y a aussi le respect du RGPD.
qu'il faut évoquer aussi. Catherine Saint-Geniès, vous évoquiez tout à l'heure des use cases, c'est-à-dire que vous êtes avancé dans votre cabinet, qui est un gros cabinet, le cabinet Jantet, sur des réflexions de travail. Oui. Vous vous donnez combien de temps pour vérifier? Il y a des enjeux de productivité, il y a des enjeux de fiabilité de l'outil. Oui. C'est Faut quoi pas le se délai? tromper, ce sont des budgets importants pour un cabinet. Oui. Et ce sont des choix qui vont être stratégiques. Donc on se donne quelques mois. Voilà, janvier, février, ça sera décidé. Janvier, février, ça veut dire que vous trancherez sur le fait d'investir ou pas. Et si vous investissez, il faut que le ROI, pour le dire un peu comme dans une entreprise, soit là. Oui, et ça sera aussi une information, pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, qui va être donnée à nos clients, parce qu'on est déjà interrogé sur Eh oui. est-ce qu'on a ces outils, si on ne les a pas, on apparaît comme pas à la pointe. Pas à la pointe. Après, voilà, et si on les a, on nous dit mais alors qu'est-ce que vous nous Bah, vous vendez grugez, ouais. Donc ça va être moins cher forcément. Voilà, et on peut pas. Ce n'est pas très intéressant de dire que le document a été fait avec l'aide d'une intelligence artificielle, parce qu'en réalité, comme on le dit depuis le début, tout ça est retravaillé, vérifié, remouliné par le cerveau des avocats. C'est le cerveau contre la machine, qui, nous dit-on, est quand même 50 000 fois plus rapide et puissante qu'un cerveau humain. Et je ne doute pas de la qualité de vos cerveaux. Ça dépend de quel point de vue on parle. Pour emmagasiner des données, oui. Pourquoi vous riez? C'est pas vrai? Non, et effectivement, c'est très rapide. Bah, c'est une productivité absolument dingue. Oui, c'est très rapide. Mais vous, c'est pareil, quand vous travaillez, vous nous avez dit, je fais que ma com, je regarde jamais. Mais c'est quand même tentant de gagner du temps. Enfin, je veux dire, pour même tous ceux qui travaillent dans les scénarios, qui travaillent dans la communication, bah, vous avez déjà une trame qui est déjà bâtie. Enfin, c'est 3 heures de gain de temps, donc de productivité, non? Alors moi, j'ai été formée à l'IA ChatGPT, normalement, sur le droit. Et effectivement, on a fait quelques essais pour voir si effectivement c'était probant ou pas. Construire, par exemple, un contrat de travail, il manquait énormément de choses. Même si le prompt était bon, il manquait beaucoup de choses. En fait, rien ne remplacera l'avocat. J'en suis sûr. Vous n'allez pas dire le contraire sur ce Non, je ne plateau. veux pas dire le contraire. Je pense Rien ne remplacera l'avocat, vous On me va jamais dire on utilise l'IA de la même manière qu'on ne dit pas qu'on utilise le traitement de texte. Si vous voulez, le traitement de texte, ça n'a pas fait disparaître les secrétaires. Ça a simplement aménagé la façon de travailler. Ça a fait gagner du temps d'un côté, ça en a libéré de l'autre. Eh bien, on va aujourd'hui se consacrer à des tâches à plus grande valeur ajoutée et utiliser le temps gagné à former les collaborateurs qui vont aller plus vite à faire les synthèses, mais on va les former à autre chose. Et on va passer plus de temps avec nos clients. C'est un transfert. C'est vrai. Qualitatif, qualité de service aussi et d'écoute avec le client, parce que parfois on est happé par le dossier. Et si j'inverse le sujet, je sais que vous n'avez pas apprécié ma question, mais et si ChatGPT fournissait une qualité de droit meilleure que celle de l'avocat, qui est parfois un peu dissipé, qui fait ses courses et qui passe un coup de fil à son mari, est-ce que cette machine, c'est une machine? Je veux dire, elle le dit d'ailleurs, elle n'a pas d'âme, elle n'a pas de conscience, elle a juste à produire ce qu'on lui demande. Elle n'invente pas cette machine. Ah, elle n'est pas créative. Voilà, Encore elle s'autogénère elle-même, mais elle ne va pas inventer un argument de droit auquel personne n'a pensé, par exemple. Ça, c'est pas possible. non. À ce stade, la machine ne va pas le faire. Elle n'est pas encore dotée de cela. Ouais. Dans le robot avocat, il y a quand même l'idée de la plaidoirie, de l'éloquence, du charisme, de la façon dont on va intonner une phrase. Enfin, c'est un enjeu pour l'avocat. Il n'y a pas que ça. Vous savez, il y a un moment, le client, il a besoin d'une recommandation. Il hésite lui-même, il a toutes les données du problème. Est-ce qu'il doit transiger ou est-ce qu'il doit aller au jugement? Et ça, vous savez, vous avez 4 personnes, vous avez 4 réponses différentes. Donc c'est un petit peu comme dans les James Bond. À un moment, on coupe le fil bleu ou le fil rouge. Et là, l'intervention de l'avocat, elle est plus importante que celle de la machine. Et la confiance entre 2 hommes, le client et son avocat, ça ne sera la machine le remplacera. Coupe des fils jamais. dans les James Bond? Ça, c'est dans les vieux James Bond. Ouais, oui. c'est très, ouais, je cherche dans mon chat GPT personnel, je ne le vois pas. Votre avenir à vous de professionnel, comment vous valorisez votre cerveau? Parce qu'en fait, vous facturez aussi du temps de cerveau. C'est du temps de réflexion que vous facturez un client, effectivement. Comment vous faites là et quand le client vous dit « mais vous n'êtes pas allé sur Chat », vous dites « non, je vous assure, je vous jure, je ne l'ai pas fait ». C'est compliqué? Il y a l'aspect négociation, il y a l'aspect stratégie qui est aussi importante, je trouve, dans les décisions. Et moi, j'ai à cœur de me positionner plutôt sur la stratégie. Si effectivement on est remplacé sur certains points ou certaines tâches par la machine, la stratégie est, à mon sens, un élément très important. Ça, c'est vrai. Est-ce que, à l'issue de ces use cases, vous vous dites on devra se séparer de collaborateurs ou on les reventile sur des fonctions, je dirais, plus gratifiantes peut-être?
avec plus de valeur ajoutée, ça c'est certain. Donc en fait, économiquement, ça devrait être un bénéfice. C'est un bénéfice, on en saura plus en février. Et si vous reveniez nous en parler en février, c'est intéressant de savoir ce que donne aussi une expérimentation. On avait partagé un débat ensemble au ministère de la Défense et l'entreprise qui était sur le plateau disait que des use cases, dont la moitié, je ne sais pas si vous vous rappelez, ont été abandonnés parce que c'était trop onéreux et pas finalement rentable pour l'entreprise. Merci à vous, Catherine Saint-Geniès du cabinet Jantet qui expérimente des enjeux IA génératifs. Merci à Thomas Baudesson. Bonne campagne, c'est le 10 et 12 décembre prochain et vous êtes avec votre consoeur Clarisse Surin dans le cadre de cette bataille qui occupe tout votre temps. Merci Thomas Baudesson et Claire Abat, merci d'être venu sur le plateau. Assez légal avocat sans S et qui n'utilise pas de ChatGPT, enfin sauf pour la communication. C'est honnête. Merci à vous trois et à très bientôt pour savoir ce que donne votre expérience. On tourne une page, on s'intéresse aux seniors. On en parle beaucoup des seniors. Les entreprises leur tendent, ouvrent grand les bras. Dans les faits, eh bien, c'est un peu plus compliqué que cela. On en parle avec Eric Gras de chez Indeed.